Bonsoir, nous sommes les gentilshommes. Salut Conny. Salut Pascal, salut Dan. Salut Dan. Ça va les gars? Ça va super. Yeah. Bon, bienvenue chers auditrices et auditeurs dans ces épisodes confinés. Bon, pour ceux qui nous découvrent, on n'est plus confinés là, je crois. On est juste en couvre-feu. Oui, pour combien de temps? Oui, pour combien de temps? Ouais, c'est ça, pour couvre-feu. Voilà. Donc pour ceux qui nous découvrent, on est un podcast qui s'interroge sur les relations amoureuses et pour ce faire, nous recevons à chaque épisode une invitée à laquelle on pose des questions que plein d'autres hommes et femmes se posent dans leur coin. Et tous les lundis, en direct, on a décidé de continuer le dialogue avec nos auditrices et auditeurs et d'ouvrir cette hotline durant laquelle vous pouvez venir vous exprimer au micro, hommes et femmes, pour faire des déclarations d'amour, pourquoi pas, passer des coups de gueule, réagir sur nos épisodes du jeudi. C'est libre antenne, c'est la hotline des gentilshommes et vous pouvez retrouver tous nos épisodes, les hotlines et les épisodes normaux sur www.lesgentilshommes.fr. Vous pouvez vous abonner à notre page Instagram et vous pouvez nous soutenir sur Tipeee. Et oui, si vous voulez participer à l'aventure, faire partie du développement du podcast et même si vous adhérez à nos valeurs, vous pouvez nous soutenir. Alors comment faire? Vous pouvez faire un don sur Tipeee, un don ponctuel ou un don récurrent. Ça nous permet de consacrer plus de temps au podcast, de se déplacer en région, de proposer des illustrations, d'avancer sur la soirée de ton soirée, voilà, plein de choses. Et en contrepartie, plein de contreparties. Ouais, plein de contreparties pour vous si vous devenez, si vous faites partie vous rentrez dans la famille. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Dans la grande famille des gentilshommes, vous avez des petits avantages. Vous recevez notamment l'épisode en exclu, donc l'épisode normal qu'on fait tous les jeudis, vous le recevez un jour avant. En plus de ça, vous recevez des petits bonus qu'on est en train de préparer. On en a déjà sorti et on va en faire encore plus. Donc voilà, vous avez tous les mois, vous avez un petit contenu en plus. Vous recevez aussi notre newsletter qu'on est en train de développer. Donc voilà, on essaie vraiment de vous impliquer. C'est important pour nous parce que nous, on est hyper contents quand vous nous rejoignez. Et voilà, donc c'est vraiment pas que question de donner, c'est vraiment question de faire partie de la grande famille des gentilshommes, quoi. Voilà, c'est ça. En plus, ça nous fait évidemment très plaisir. Oui, et puis ça nous aide concrètement aussi. Voilà. Ça nous permet de développer nos projets, comme tu disais, Conny. Donc voilà, rejoignez-nous. Ouais, rejoignez-nous, merci beaucoup. Aujourd'hui, dans l'hotline, nous allons avoir le plaisir de discuter avec Esther, avec Sophia, avec Sarah et avec Camille. C'est avec Camille qu'on va commencer. Bienvenue chez les gentilshommes. Hello Camille. Salut Camille. Bonsoir. Alors, tu voulais réagir à notre épisode sur l'hypersensibilité. Ouais, c'est ça. Vas-y, qu'est-ce que tu voulais nous dire? On t'écoute. Déjà, je me présente. Je m'appelle Camille, j'ai 23 ans et je suis moi-même hypersensible. Donc, c'est pour ça que je voulais réagir. Donc, en fait, j'avais entendu qu'à la fin du podcast, on ne savait pas vraiment si... l'hypersensibilité, c'était plus une excuse, un mot qu'on plaçait sur un mal qu'on sentait sans qu'il y ait vraiment d'études et de choses prouvées. Ouais. Et du coup, je voulais dire ce que je savais dessus et qu'au final, c'est bien quelque chose qui existe puisque j'ai fait mes petites recherches, donc j'ai lu des livres, j'ai écouté des coachs, j'ai vu plein de choses et en fait, c'est vraiment... l'hypersensibilité, c'est quelque chose qui touche quand même 15 à 20% de la population. Et donc, au final, il y en a quand même pas mal, même si c'est une minorité. Et donc, c'est vrai que dans mon cas, on a toujours ce sentiment d'être un peu incompris, puisque mine de rien, on reste une minorité. Et donc voilà, donc en fait, c'est vraiment quelque chose il y a des études qui ont été faites, il y a même des tests d'hypersensibilité. Et donc, en fait, ça peut toucher plein de sujets. En fait, on a plus ou... Oui. Toi, tu les as passés, ces tests d'hypersensibilité, comme tu dis, ces tests qui existent. Comment tu as fait ton diagnostic? Ouais, alors moi, après, je me suis vite identifiée dans les explications. Et après, c'est des tests... j'ai fait quelques tests en ligne. J'ai pas fait de test officiel en soi. J'ai fait des questionnaires, plusieurs questionnaires. Moi aussi, c'est des livres que j'ai lus, donc plusieurs questionnaires. D'accord. Et des tests en ligne. Mais je me suis très vite identifiée. Et donc, voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose qui amplifie. Oui. C'est quoi ton argument principal pour dire à des gens qui sont sceptiques ou qui seraient sceptiques que c'est vraiment quelque chose de concret, quelque chose qui existe vraiment, l'hypersensibilité?
Alors en fait, qu'est-ce qui explique l'hypersensibilité ou comment ça Non. se manifeste? Non, pas du tout. Pardon. Qu'est-ce que tu dis aux gens qui sont sceptiques, qui ne croient pas forcément à ça? C'est quoi l'argument principal? En fait, moi, j'utilise les études qui ont été faites tout simplement, puisque en fait, il y a des études qui montrent que c'est au niveau des neurones miroirs. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est les neurones qui sont responsables des émotions et des sensations. En fait, il y en a juste. Et en fait, dans les cerveaux des hypersensibles, ils reçoivent énormément de stimuli, beaucoup plus. Et donc, c'est juste, on a un cerveau qui est bien plus stimulé. Donc, à cause ou grâce, ça dépend comment on arrive à gérer l'hypersensibilité. Ouais. Et donc, c'est pour ça, en fait, on va sentir les émotions, les sensations d'une manière plus forte qu'une personne normale. Et ça peut être un handicap comme un don. Oui. Du coup, quand je t'entends, là, je me dis, excuse-moi, je me fais un peu l'avocat du diable, je me fais le mec un peu sceptique. Je me dis, d'accord, très bien, les miroirs, les neurones miroirs est très bien. Mais est-ce que toi, tu aurais un argument, quelque chose que tu as vécu, par exemple, qui me ferait dire, ouais, effectivement, voilà, Camille, elle est hypersensible, et effectivement, je comprends ce que c'est que l'hypersensibilité. Ok, ouais. Ah oui, après, c'est pas forcément tout ce qui est seulement en amour, mais ça peut être plein de choses. Ça peut être déjà l'effet à la caféine. Quand quelqu'un est hypersensible, généralement, tout ce qui est caféine, théine, etc., il a des effets assez conséquents. Ça excite beaucoup plus une personne. Et ça peut être plein de choses. C'est aussi les films d'horreur en général. On n'aime pas trop ça puisqu'en fait c'est quelque chose qui, en fait, on vit les sentiments. Donc on vit vraiment dans le film d'horreur. Les centres commerciaux, les lumières qui sont très très agressives. Je sais que par exemple moi, ma lumière de mon téléphone, de mon ordinateur, c'est toujours au minimum parce qu'en fait je ne supporte pas trop de lumière. Donc en fait c'est vraiment, ça passe par les émotions mais aussi les sensations et en fait, les 5 sens, en fait, c'est pas juste les émotions. C'est ça qui est important, c'est la vision. En fait, trop de lumière, c'est pour ça les centres commerciaux, en fait, ça envoie beaucoup trop de stimuli et ça fatigue et épuise très rapidement. Et donc, ça peut être... Ouais. Oui, donc ça veut dire que c'est un endroit où tu peux être particulièrement hypersensible. Ouais. Donc, okay. Je sais que c'est avec la lumière, les sons également. C'est vraiment... Après, je pense que tout le monde, en général, les lumières, ça peut les déranger, les fortes lumières, les sons, etc. Mais c'est beaucoup plus intense de mon côté. Donc, c'est vrai qu'on a reçu des messages un peu, suite au podcast d'Anaïs qui disait oui, elle exagère, ou il y en a qui disaient oui, moi je m'y suis retrouvée. Toi, c'est par rapport à ça que tu veux intervenir. Est-ce que dans son podcast, il y a des choses sur lesquelles tu t'es extrêmement bien retrouvée? Ouais. Tu peux nous en dire un peu plus? Les montagnes russes, ça, tout simplement, les émotions, en fait, on change d'émotion comme ça en quelques secondes. Ouais. Et donc ça peut être frustrant pour les autres personnes puisque c'est vraiment, on peut passer de la colère et en quelques minutes après, on est vraiment très heureux. Après, je sais que en général, de ce que j'ai vu, les hypersensibles pleurent énormément. Et c'est pas forcément de tristesse, hein. Je préfère le dire, ça peut être par le stress, la peur, etc. Mais au final, grâce à ça, en fait, on évacue les émotions. Et donc, on peut vite passer à redevenir heureux, en fait. Par exemple, je sais que moi, si je suis très stressée ou j'ai peur, en fait, je peux m'effondrer en larmes. Et après, au bout de quelques temps, en fait, les émotions sont parties et je suis bien de nouveau. Et donc, ça fait vraiment les montagnes russes et les gens ne comprennent pas puisque c'est vraiment en quelques minutes, des fois. C'est vraiment... Et dans tes relations amoureuses, comment ça se passe, cette incompréhension? C'est un peu frustrant, mais je le dirais autant de mon côté que de l'autre côté, de l'autre personne, puisqu'elle ne comprend pas. Si elle n'est pas hypersensible et qu'elle ne connaît pas le sujet non plus, elle ne va juste pas comprendre. Après, on peut prendre pour une folle aussi, lunatique, etc. On passe partout. Et de mon côté, c'est frustrant aussi, puisque j'ai l'impression d'être avec quelqu'un d'insensible, en fait, d'être toujours neutre.
de rien ressentir. En fait, c'est un peu une incompréhension des deux côtés, je vais dire. Ok. Ok, très bien. Tu veux rajouter quelque chose par rapport à ton idée, à ton premier message sur le fait que c'est pas voilà, pour les gens qui sont sceptiques et qui pensent que c'est pas prouvé l'hypersensibilité? Oui, parce qu'en fait, c'est prouvé. Il y a plusieurs livres qui ont été écrits, et puis il y a des études, mais ça a été fait surtout aux États-Unis. Et après en France, c'est un peu moins, parce que c'est assez récent, mine de rien. Mais oui, donc il y a eu plusieurs études qui ont été faites. Après, c'est plus des études américaines. J'ai vu quelques études espagnoles aussi. Donc après, en France, j'ai pas vu beaucoup de retours, mais du coup, il y a bien des études en fait qui montrent qu'un cerveau hypersensible est beaucoup plus stimulé qu'un cerveau normal. Donc ça, en fait, ça peut être général, malheureusement, c'est vu, c'est un peu mal perçu par les hypersensibles puisqu'on se sent incompris, on se sent différent et du coup, on n'arrive pas à gérer. En fait, on est contrôlé par les émotions tout le temps, tout le temps. On n'a pas la main sur nos émotions. Mais c'est ça que je voulais dire aussi, c'est qu'au final, ça peut être un don si on arrive à les gérer. Au final, comme on ressent tout à 100%, on peut aussi se sentir heureux d'une manière intense et géniale. Mais du coup, c'est vrai que il faut déjà s'accepter et apprendre à contrôler ses émotions. Et ça, c'est quand même une longue étape. Je sais que moi... un sacré programme. Ok, bah, très bien. Voilà, c'était surtout pour clarifier un peu sur le sujet. Merci beaucoup. C'est fait, c'est bien fait. Merci. Mais merci à vous, en tout cas, ça fait plaisir de vous avoir en live. Merci. Ça fait plaisir que tu viennes, ouais. Oui. Voilà, moi c'était ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu. Merci Camille, à bientôt. Merci beaucoup Camille. Nous allons maintenant retrouver Sarah. Sarah, tu es là Oui, je suis là. Hello Sarah. Salut Sarah. Hello Sarah. Donc tu voulais nous parler de ta peur des hommes, c'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, j'ai découvert votre podcast il n'y a pas très longtemps, en fait. Et du coup, en allant dans plusieurs épisodes, j'ai écouté un podcast qui s'appelle Vierge à 49 ans. Que vous avez fait en Tout octobre. à fait. Avec Carole. Exactement. Et en fait, j'ai tout de suite été interpellée parce que j'ai pas 49 ans et j'ai déjà eu des relations sexuelles, donc là-dessus, je me retrouvais pas. Mais c'est plus dans son discours. Je me suis complètement reconnue et ça a mis un mot sur des choses que je comprenais pas par rapport à mon parcours sentimental, dans le sens où j'ai quasiment toujours été célibataire. J'ai 36 ans aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui là, mais j'ai 36 ans. J'ai eu une relation qui a duré 4 ans et demi dans ma vingtaine. Et en dehors de ça, à part quelques petites amourettes qui ne signifient rien, j'ai toujours eu du mal à rencontrer des hommes et à m'y intéresser. Et en fait, j'écoute ce genre de podcast comme le vôtre, déjà pour avoir d'autres points de vue, mais je me retrouve jamais en fait dans les histoires en général parce qu'on vit dans un monde qui est hyper sexualisé et que la plupart des podcasts qui parlent du célibat, c'est souvent le côté positif de je me redécouvre, je prends du temps pour moi, etc. Moi, ça fait beaucoup de temps que je prends du temps pour moi. Ça y est, tu t'es découverte. Et c'est bon, je pense que je me connais. Mais c'est juste que voilà, en fait, je suis une boule de contradiction que j'arrive pas forcément à comprendre. Ça va faire à peu près 10 ans que je suis une thérapie pour travailler en fait tous les aspects de ma vie en fait, que ce soit professionnel, social et choses comme ça. Je les ai travaillés, mais vraiment le témoignage de Carole, du coup, il a été hyper important parce que je comprenais pas pourquoi je réagissais comme ça, c'est-à-dire par ce que je comprends aujourd'hui être de la peur, parce qu'elle a dit une chose, donc du coup son problème, elle venait de son père, qui était violent quand elle était jeune. Et parmi tous les non-dits, du coup, j'ai compris qu'on avait probablement la même histoire. Et
l'épiphanie que j'ai eue, c'est de me dire, en fait, si le premier homme de ta vie ne t'a jamais inspiré confiance, du coup, c'est hyper difficile de faire confiance aux autres, en fait. Et ça explique pourquoi, ne serait-ce que d'aller sur Tinder et discuter avec des mecs, ça me panique, en fait. Voilà. Ouais. Mais comme tu dis, tu as quand même eu des relations. Donc comment tu as réussi à avoir des relations En fait, malgré en fait, pendant très longtemps, j'ai commencé à avoir une vie amoureuse tard. J'ai perdu ma virginité assez tardivement avec mon assez tardivement par rapport au stade et par rapport à mes copines. D'accord. Je l'ai perdu assez tardivement parce que j'ai mis du temps à m'y intéresser. Déjà ado parce que j'avais d'autres problèmes en tête que de me trouver un petit copain. Et chemin faisant, je me suis dit, en fait, je fais partie des gens qui trouveront jamais personne, donc c'est pas la peine de m'y intéresser. D'accord. Et du coup, les mecs qui étaient autour de moi, comme j'ai un tempérament qui est un peu garçon manqué et que je m'intéresse aux super-héros, aux films d'action, des trucs comme ça, j'ai toujours eu un bon feeling avec les mecs et c'est souvent devenu des potes. Et j'avais un feeling avec un de mes meilleurs potes et puis un jour il m'a avoué qu'il avait des sentiments pour moi et j'ai réalisé que moi aussi, donc du coup on a entamé une histoire, donc ça s'est passé comme ça, et puis après les autres trucs que j'ai eu, il y a aussi le fait que je me suis toujours les rares fois où je me suis intéressée à des mecs, le schéma, c'était que ces mecs n'étaient pas forcément disponibles. D'accord. Parce que déjà en couple, souvent ils ne me le disaient pas. Donc, Ça n'engage à rien. Hein. Quoi ? Ça n'engage à rien, je veux dire, enfin. Tu peux exprimer. C'est pas très clair, Dan. Non, mais je rigole évidemment. Non, mais je veux dire, s'ils sont en couple, il peut éventuellement quand même se passer quelque chose, tu sais pas. Oui, mais. Enfin bon, c'est un peu hors sujet là, ce que je raconte. Continue. Non, mais je vois tout à fait ce que tu veux dire. En fait, ce que tu viens de dire, c'est exactement ce que mes amis me disent en général. Aller sur Tinder, ça n'engage à rien. Aller boire un café avec un mec, ça n'engage à rien. Et dans le fond, comme je suis quelqu'un qui est quand même relativement assez social, je rencontre des gens, des inconnus, etc. Sans problème. Par contre, dès qu'il faut penser au niveau affectif, et qu'on va sur le chemin de éventuellement que ça devienne quelque chose. Moi, par exemple, les coups d'un soir, c'est impossible. C'est quelque chose qui est absolument pas... Ça t'intéresse pas du tout, ouais. Ça me terrorise. Okay. Ouais. Je juge pas, je juge absolument pas. Chacun fait ce qu'il veut de son corps. Mais moi, par contre, je sais que mon premier mec, il a mis du temps avant de réussir à me décoincer, quoi. D'accord. Et qu'est-ce que t'attends aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu voudrais pour ta vie sentimentale, ta vie amoureuse ? Aujourd'hui, c'est ça qui est hyper compliqué, c'est qu'à force d'être seule, en fait, du coup, on se conforte dans sa solitude. Je suis quelqu'un qui a un métier intéressant, qui aujourd'hui a un cercle d'amis fiable, qui fait des choses par moi-même. Donc c'est très compliqué parce que j'oscille entre j'ai envie de rencontrer quelqu'un, mais j'arrive absolument pas à passer cette sorte de barrage, en fait, que aujourd'hui je comprends que c'est de la peur et c'est très con parce que j'ai les larmes aux yeux quand je dis ça. C'est pas évident de dire ça, j'imagine aussi. On est entre nous là. Hein. Bah oui. Je suis désolée. Mais il y a aucun souci. Mais pourquoi ça te met dans cet état-là ? Pourquoi ça te procure cette émotion ? C'est très con, c'est plein de trucs cons en fait. Parce que, tu sais, quand entre tes 20 et 30 ans, tu te dis c'est pas grave, ça arrivera un jour. Et tes amis te rassurent en te disant plein de trucs hyper positifs. Et finalement, ça vient pas. Et pareil, quand tu as entre 20 et 30 ans, tu te dis
avoir des enfants, j'ai grave le temps, etc. Et puis tu arrives à 36 ans et tu te rends compte que la fenêtre de tir commence à se refermer. Et que t'as pas envie qu'on te prenne, si jamais un jour ça arrive, qu'on te prenne pour la grand-mère de ton gamin, quoi. Et c'est compliqué et c'est hyper... Enfin, c'est que des choses qui sont hyper indéfinissables parce que, par exemple, avec ma psy, je parlais souvent du fait que j'arrivais pas à... Par exemple, quand un homme me regarde dans la rue ou me montre de l'intérêt, je me referme automatiquement. Ou des fois même, ça m'est déjà arrivé d'aller à un rencard sans savoir que c'en était un. Et du coup, de faire complètement foirer le truc. Et quand j'en parle à des copines, ils me disaient, mais... c'était un rencard, en fait. Et là, je suis là, ah, bah merde, j'avais pas compris. Donc, à partir de là, c'était foutu. Ou alors, même le mec, je me l'étais pas du tout envisagé. Donc, je continuais pas, mais... T'as un problème de code ? T'as raté l'apprentissage des codes ? C'est ça. En fait, j'ai raté l'apprentissage de code de plein de trucs par rapport à mon enfance. Et il y a plein de trucs que j'ai dû réapprendre entre mes 20 et 30 ans grâce à la thérapie que je suis depuis tout ce temps-là. Parce que je dis souvent que j'ai été faite en kit, en fait, et que j'ai jamais été terminée parce qu'il y a plein de choses que normalement on apprend à travers ses amis au collège ou au lycée, des choses comme ça. Et toute cette étape-là, en fait, moi, je les ai pas eues. Ouais. Et aujourd'hui, tu as la sensation d'avoir raté les moments. Par exemple, avoir un enfant, en ayant raté tout ça, tu te dis que le train est en train de passer ou en train de passer et que tu seras pas dedans et c'est ce qui t'attriste. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça parce que c'est dur de rester positif. C'est dur de faire plein de changements dans sa vie parce qu'on parle beaucoup de confiance en soi, de s'apprêter aussi, de rester open, etc. Et franchement, j'ai fait énormément de changements dans ma vie, aussi bien physiquement que mentalement. Et quand on fait tout un chemin, tout un travail sur soi et qu'il y a vraiment ce truc-là qui bloque, ma vie d'aujourd'hui et ma vie d'il y a 10 ans, ça n'a absolument rien à voir. Et ça commence à se transformer en désespoir un peu. Parce que je me dis que voilà, il faut que j'envisage la possibilité de finir toute seule, que c'est potentiellement une réalité. Et en fait, je voulais passer dans ce podcast parce que je pense que je suis pas la seule à avoir une vie sentimentale un peu merdique et qu'au milieu de tous ceux qui jonglent sur Tinder et qui passent d'une rencontre à une autre en un clin d'œil, il doit y avoir d'autres personnes comme moi qui se retrouvent en tant que spectateurs, quoi. Mais après, tu sais, c'est pas parce que les gens jonglent sur Tinder qu'ils ont une vie qui est forcément fantastique. Ah mais bien sûr. Dans mon entourage, j'ai des gens qui papillonnent, j'ai des gens qui sont posés et qui n'ont pas une vie super. Ça, c'est vraiment tous les schémas de figure quand on me dit « Ah oui, mais toi, t'es célibataire, t'as de la chance, tu peux partir en voyage comme tu veux, machin, tu sors, Enfin, je sors, à l'époque, on n'était pas confinés, je sortais beaucoup, etc. Mais en fait, mes potes en couple, quand ils me disaient ça et qu'ils me disaient « Regarde, nous, on fait plus rien, machin », je me dis « En même temps, moi, quand je rentre chez moi, je suis toute seule. Donc, heureusement que je m'occupe, quoi, parce que sinon, ça ferait longtemps que... Je sais pas ce que j'aurais fait, mais voilà, il y a du bon côté, il y a du mauvais côté dans les deux, dans tous les camps, j'ai envie de dire. Mais quand on subit la situation sans réussir à la débloquer, c'est hyper pesant en fait. Mais justement, il serait peut-être nécessaire de trouver une manière de sortir de cette attitude où tu subis. En fait, peut-être qu'il faudrait essayer de reprendre les choses, reprendre le contrôle. Alors, je dis ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais j'ai eu plus ou moins l'occasion de me rendre compte que si on avait tendance à laisser faire comme ça ne menait à nulle part. Donc, évidemment, ça veut dire qu'il faut que tu trouves une stratégie
peut-être changer T'as dit que tu as fait déjà pas mal de changements sur toi, mais peut-être que ça suffit pas. Peut-être qu'il faut que tu ailles sur justement les lacunes que tu évoquais tout à l'heure, que tu essayes de rattraper un peu le retard et essayer d'améliorer en fait ta capacité à appréhender ces relations avec les hommes. Moi, je pense en tout cas. Ouais, pardon, vas-y, Pascal. Non, vas-y, Dan. Il était parti, Pascal. Non, mais moi, je pense en tout cas qu'il faut pas. Enfin, c'est hyper touchant ton témoignage, et je pense qu'il faut pas que tu déprimes parce que, enfin, je pense que tu vois, t'as encore des tonnes de trucs formidables à vivre, et évidemment que c'est une période charnière, ton âge et tes envies et tout ça, et c'est évidemment, j'imagine, enfin j'arrive pas à imaginer, mais je pense que c'est compliqué, mais je pense que, enfin de ce que tu nous racontes, tu vois, t'as l'air quand même hyper investi dans ton boulot socialement, et d'avoir plein de potes et d'avoir une vie sociale, et je pense que, enfin peut-être que là-dedans il y a peut-être des rencontres à faire ou des choses à creuser, et je sais pas, hein. Je me dis qu'il faut peut-être aussi essayer de voir le bon, enfin d'essayer de se dire qu'il y a peut-être des points positifs, et que tout ça c'est pas non plus que noir, et que tu peux renverser le truc et peut-être faire des rencontres, et je l'espère, en tout cas celles que tu as envie et celles qui t'amèneront là où tu as envie d'aller, quoi. Et nos expériences dans le podcast montrent que tu es loin d'être la seule comme ça. Évidemment, il y a une culture du célibat. Évidemment, on va bientôt recevoir une auteure d'ailleurs qui va nous parler de ça. Ce sera certainement pour le mois prochain. Il y a une culture du célibat, il y a de plus en plus de gens célibataires. Il y a des applications qui vendent du célibat. Alors forcément, il y a de la médiatisation. Moi je comprends que ce soit chiant à regarder, parce que on nous vend des trucs et la réalité de la vie est pas forcément la même. Du coup, merci d'écouter le podcast, et je suis content que tu parlais de Carole, parce que Carole, ça a été super. Carole, c'est une belle histoire, hein. Ça a été génial qu'elle vienne. Et elle est venue Carole parce qu'elle voulait parler. Elle nous a dit, elle lui a dit pendant le podcast, elle voulait en parler parce que elle aussi, elle trouvait qu'il y avait des gens qui étaient dans des situations qui étaient moins évidentes, qui n'étaient pas si simples que ça, et il fallait leur donner la parole, et ça a été génial qu'elle vienne, et elle a été super, comme toi tu as été super aujourd'hui de venir nous dire ça. Merci de les avoir partagés. Après, moi j'entends vraiment ton discours, et je te souhaite bien du courage. Je sais pas quoi te dire, parce que comme tu dis, c'est d'être positif, c'est très très difficile quand tu l'as été pendant longtemps. Non, mais c'était pour partager tout ça, quoi. J'espère et j'imagine que ça a touché certaines de nos auditrices et certains de nos auditeurs. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir, et on le partagera aussi, parce que ça peut avoir un effet très positif de savoir qu'on n'est pas seul. Donc si jamais vous vous sentez dans ces situations, on essaiera de repartager vos messages privés. On les partage des fois en story, parce que ça met du baume au cœur à tout le monde parfois. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, hein, Sarah. Ouais, non, mais pas de souci. Ouais. D'accord. Merci beaucoup d'être venu nous témoigner tout ça. C'est très touchant. Merci à toi. Ouais, merci. Merci. Bon courage pour la suite. À très vite. Désolée pour les larmes. Mais sois pas désolé. Attends, c'est humain. Pas sauter par la fenêtre. Attends, on va pas. On est des êtres humains, quoi. On est des êtres humains. Nous, c'est fait aussi pour qu'on se lâche et qu'on, tu vois. Nous, on n'est pas désolé de rire, et on n'a pas à être désolé quand on pleure. Enfin, il y a pas de souci là-dessus. Esther, tu es avec nous? Oui, bonsoir. Bonsoir Esther. Bonsoir. Alors, si je me souviens bien, vas-y, dis-nous un peu de quoi tu vas nous parler en quelques mots. Alors moi, je réagis un petit peu par rapport, depuis une semaine, au MeToo, hashtag MeToo inceste. Voilà, inceste. Je me disais, attends, j'ai failli t'introduire en disant, on va partir sur un thème très léger, et en fait, pas du tout, j'ai bien fait de m'abstenir. Qu'est-ce que tu voulais Oui, c'est un débat qui est très, très présent dans l'actualité, avec aujourd'hui, je me permets de le signaler, puisqu'on est en direct, on a une petite affaire qui est sortie sur le MeToo inceste. Je vais le resituer. Moi, l'idée, c'est qu'on, ce qui s'est passé, c'est ce livre qui est sorti de Camille Kouchner, hein, c'est ça,
où elle dénonce des attouchements qui ont été subis par son frère venant de leur beau-père, qui est une personnalité un peu connue, d'après ce que j'en ai compris. Moi, je le connaissais pas, mais en tout cas, il est connu, il est à la télé et tout ça. Donc, tu voulais nous parler d'inceste par rapport à ce qui se passe dans l'actualité. Tu veux un peu nous dire quelle est ta perception? Qu'est-ce que tu voulais nous dire sur le sujet? Moi, personnellement, j'ai vécu l'inceste de l'âge d'à peu près 4-5 ans jusqu'à mes 12 ans. Donc c'est un sujet qui me parle beaucoup. Ça fait depuis 1 an que je travaille énormément dessus en thérapie, par exemple. Et depuis quelques mois sur Instagram aussi, où j'ai un compte un petit peu anonyme, où je pose mes textes et puis mes pensées là-dessus. Et voilà, j'espère que le fait de partager, ça aide énormément à avancer, de se sentir reconnu, parce que la reconnaissance, malheureusement, c'est pas très facile à obtenir par d'autres voies. Esther, pardon, est-ce que tu peux parler un tout petit peu plus près du micro, s'il te plaît? Je parle, c'est bon là? Ouais, ce sera beaucoup mieux. Ouais, c'est mieux. Ouais. Voilà. Donc ce soir, moi j'avais envie de vous parler aussi de la reconstruction après avoir vécu un inceste, notamment en se réappropriant sa sexualité, parce que c'est vrai que ça a des conséquences sur tout point de vue, mais au niveau de la sexualité, ça peut être très compliqué des fois. Quel a été ton parcours pour te reconstruire et reconquérir ta sexualité? Alors moi, si vous voulez, j'ai eu une grosse période où j'ai oublié tout ce qui s'était passé. Ce qui arrive à pas mal de victimes d'inceste, c'est qu'on enterre, en fait. Ouais. On arrive à survivre, à continuer à fonctionner. Donc pendant plusieurs années, j'ai mis tout ça de côté. Puis quand j'ai commencé à avoir des petits copains, tout ça, et que j'ai quitté le domicile familial, ça m'a explosé à la figure. Voilà. Donc le truc, c'est qu'à l'époque, j'ai pas forcément réglé les choses, parce que ça a été beaucoup plus facile de minimiser et d'enterrer à nouveau. Oui. Sauf que j'ai passé des années en couple avec des personnes qui avaient des problèmes d'addiction, de violence, enfin des choses pas très fun. Et c'était lié à ce que toi tu avais vécu? C'est que quand on commence à vivre de l'inceste vers 4-5 ans, c'est l'âge où tous les schémas ils se forment dans la tête. Donc pour moi, un couple normal, il n'y avait pas d'équilibre, quoi, clairement. Donc j'avais des conceptions qui étaient erronées, et puis j'essayais de sauver mes partenaires qui avaient des problèmes, c'était assez compliqué à ce niveau-là. Donc c'est que récemment, depuis l'an dernier, où j'ai mis fin à une relation assez longue, qui était très difficile, où j'ai décidé d'entreprendre ce travail pour essayer de comprendre vraiment les sources du problème. Puis ça me fait rire maintenant quand j'y pense, parce que je suis arrivée en thérapie en disant à mon psy, j'ai vécu ça à la maison, mais c'est pas ça mon problème. Puis bon, ah ouais. 3 séances plus tard, c'était réglé, quoi. J'avais bien identifié le problème, quoi. Donc suite à ça, j'ai fait exploser un petit peu la cellule familiale. Parce que tu l'as dit. Oui, je l'avais déjà dit, mais ça avait été enterré aussi. Donc, sauf que cette fois-là, j'ai tapé du poing, j'ai dit stop, et j'ai coupé les ponts avec mon agresseur. Voilà, avec le reste de ma famille, c'est compliqué, mais je me sens très très reconnaissante, parce que je me suis construit une famille de cœur, et je ne sais pas s'ils entendront ça un jour, mais voilà, je les remercie. Tu peux nous raconter comment tu as réussi à le dire et ce que ça t'a apporté? Alors, réussi à le dire, je pense que c'était grâce à la thérapie, parce que j'ai toujours su que c'était là au fond. Et le fait d'avoir une amie très proche avec qui j'en parlais, j'ai commencé à en parler, et puis elle m'a poussée aussi dans le bon sens pour libérer ma parole, même si ça prend du temps. Le fait d'avoir un bon thérapeute, c'est très important. Il ne faut pas hésiter à en changer quand ça ne le fait pas, quoi. Après, dans les relations amoureuses, personnellement, je trouve très très compliqué d'amener le sujet. Oui. Dans une longue relation, je l'avais fait, et puis ça a été très problématique. C'était quelqu'un qui voulait vraiment s'en mêler et faire beaucoup d'histoires, donc pour moi ça marchait pas. Et après, je suis restée plus de 5 ans avec quelqu'un qui ne l'a jamais su. D'accord. Voilà, et qui s'est jamais posé la question de pourquoi j'avais jamais d'orgasme, par exemple. Donc ça, c'est un petit peu... parce que c'est un des problèmes. Pour moi, c'est une des conséquences, c'est que j'arrive pas à avoir d'orgasme. Je peux avoir du plaisir, mais un orgasme, c'est trop compliqué. C'est qu'il y a un interrupteur dans mon cerveau qui s'enclenche, qui déconnecte tout, en fait. Ah oui. C'est trop intense, ça s'arrête, quoi. Et ça m'arrive de dire arrête-toi, mais je m'en rends même pas compte. D'accord. Et c'est parce que voilà, c'est à ce niveau-là, c'est compliqué. Donc
personnellement, moi, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais plus dans les relations exclusives, longue durée. Voilà, j'attendais toujours avant de passer à l'acte avec quelqu'un. Pour moi, un coup d'un soir ou juste de ne pas attendre, coucher le premier soir, c'était impensable. Mais vraiment, j'étais très mal à l'aise. Je faisais même la blague des fois en disant oui, pas le premier soir, mais le deuxième, voilà quoi. Et bon, ça faisait rire et puis ça passait comme ça. Et puis, je sais pas, il y a quelques semaines, j'ai eu une déception, enfin, somme toute pas dramatique, mais ça m'a fait réfléchir un petit peu. Et puis, depuis, j'explore beaucoup plus de ce côté-là. Bon, je sais qu'on est en couvre-feu, tout ça, mais merci Tinder, parce que grâce à Tinder, je peux me réapproprier ma sexualité enfin. À presque 35 ans, il était temps. Et donc, depuis quelques temps, je suis dans des relations qui ne sont pas exclusives. J'ai des sex friends, j'ai des one-shots, voilà. Et du coup, je sens qu'à chaque fois, je me rapproche un peu plus de l'orgasme, entre guillemets, le Saint Graal. D'accord. Voilà. Tu penses que quand tu auras un orgasme, ça va t'amener vers quoi après ? Si c'est le Saint Graal. Hein ? Je pense que je me sentirais encore plus libre en fait. Voilà. Libre comment ? Libre de quoi ? Par rapport à... Vas-y. Le truc avec les traumatismes et les mécanismes des traumatismes, c'est que souvent on est dans la dissociation. C'est-à-dire qu'on est un peu spectateur de ce qui se passe, on navigue un petit peu à vue dans sa vie, on est un peu en mode pilote automatique. Et ça m'aidera, je suis sûre, à reprendre prise aussi avec la réalité un petit peu plus. Et voilà, c'est dans le chemin de la reconstruction pour moi, parce qu'il y a plein d'aspects que j'ai travaillé, mais celui-là, je pense qu'il est très important et il va me permettre aussi de m'assumer. Moi, je me définis pas spécialement à 100%, j'ai pas envie de me définir comme une victime en fait. Ce que j'ai vécu, ça me définit pas. Ce que j'en fais, c'est mon futur aussi. Donc, moi, j'ai envie que ça me fasse avancer et de pouvoir reprendre le contrôle sur ma vie complètement. C'est ça la finalité de ta reconstruction, reprendre le contrôle de ta vie. Ouais, complètement, ouais. C'est la finalité pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. Et ça passera par l'orgasme, ok. Et pourquoi pas. Bon, ça passe par d'autres choses aussi, mais je pense que c'est un aspect qui est intéressant. Ouais. On verra. Et la personne qui t'arrivera à te donner cet orgasme ? Ah ben je l'épouse. Bon, Qui sait, c'est peut-être un auditeur des gentilshommes. Il est derrière son poste là. Il attend. Ouais. Ok, bon bah super. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas. C'est très important pour moi de pouvoir prendre la parole et c'est très libérateur aussi. Bon, merci à toi merci à toi surtout d'être venu le faire chez nous, quoi. Avec plaisir, merci beaucoup. Très bien. merci. À bientôt, merci. On va recevoir maintenant Sophia. Salut Sophia. Bonsoir tout le monde. Salut, tu avais un coup de gueule à passer ? Ouais, un coup de gueule. Ouais, donc du coup, bah ouais, un coup de gueule assez gentil, quoi. J'ai envie de sortir. Elle te dégonfle pas, Sophia. Hein. Vas-y, on compte sur toi là. Hein. Vas-y, tu peux envoyer là. Ouais. Bah ouais, en ce moment là, forcément, confinement, on a envie de rencontrer, les bars, les restos sont fermés, on peut pas sortir avec les copains et les copines, donc forcément, j'ai jamais autant été sur les sites de rencontres ces derniers temps avec les couvre-feux. Je pense que je suis pas la seule. Et le confinement, etc. Vous m'entendez bien, hein ? Ouais, oui, on t'entend. Et on attend ton coup de gueule. Ouais, mon coup de gueule, c'est les mecs sur Tinder. Pourquoi moi, je les trouve pas assez créatifs. Genre, c'est des vrais traquenards, pas forcément sur... pour l'instant, c'est que sur Tinder. Mais je trouve qu'il y a un côté traquenard dans le sens où il y a pas mal de mecs, en fait, qui utilisent le fait est qu'il y a le couvre-feu à 18h ou à 20h, peu importe, enfin, en tout cas à 18h, pour dire... viens chez moi, viens chez toi, et dès que tu dis bah non, j'ai plutôt envie de faire une balade, mais non, mais t'es chiante, mais pourquoi tu... Mais qu'est-ce que tu veux qu'on aille se balader sous la pluie un soir, on va se prendre une amende de 135 balles. Non, mais le truc, je vois le truc un peu, le traquenard, quoi, donc c'est un peu...
C'est un coup de gueule et je suis pas la seule en fait. Il y a des copines. Après, tout dépend ce qu'on recherche. Mais en fait, j'ai observé que c'est assez fréquent et que les mecs utilisent, et peut-être les nanas aussi, hein, voilà, je suis pas conditionnée qu'aux mecs. Mais les mecs utilisent le couvre-feu pour dater, pour donner un rendez-vous à la nana et puis après arriver chez lui. C'est pour aller plus vite, quoi. Ils se disent, bon, bah, du coup, ça zappe le café et c'est. Voilà. Tu vois, s'il y a conclusion, ça se fait direct. Enfin, c'est dans cet esprit-là où tu penses que parfois c'est peut-être plus malveillant, non? Ouais, c'est un peu. Non, mais si, c'est pour aller plus vite, comme tu dis. Si. Ouais. Et toi, ça t'embête? Tu voudrais quoi? Parce que c'est quand même compliqué. Toi, quand tu fixes un rendez-vous sur Tinder, tu ferais quoi? Tu proposes une balade, là, dans la neige, genre il neigeait dimanche, toi, ton... Moi, je suis dans sous la pluie. Moi, je suis à Montpellier, donc il pleut pas du tout. Ah, pardon, ouais, ça va. Excuse-moi. Bah ouais, moi j'aime bien marcher sous la pluie, c'est cool aussi. Hein. Ça peut être assez romantique, ouais. Ouais, c'est un truc à tomber malade, ça, arrêtez. Tu vois, Connie, c'est le genre de mec qui va te donner rendez-vous chez lui direct. il a tout de suite les excuses, genre ouais, mais ça c'est un truc à tomber malade. Moi je peux pas sortir de chez moi. Soit tu viens, ça c'est moi. Ah, quel salopard. Non mais c'est vrai, la question de Pascal a été bonne. Toi t'as quoi comme enfin, qu'est-ce que tu proposes? Parce que tu dis que les mecs ont pas les bons. Enfin, les mecs ils disent en gros, viens chez moi, machin. Mais dans ce cas-là, il faut leur proposer des trucs. Parce que c'est vrai que les cafés et tout sont fermés, donc. Ouais, et puis bon, bah du coup, moi, je suis dans le sud de la France, j'habite au bord de la mer, donc. Ah ouais. On peut aller marcher. On peut se balader sur la plage et tout, ouais. Ouais, mais si. Il fait comment dans le sud de la France? Il fait chaud? Parce que moi, c'est vrai que j'imagine pas. Je suis à Paris dans le froid, donc. Mais est-ce que ça se fait vraiment? Je veux dire, il fait beau quand tu vas à la plage et tout ça? Ah ouais, c'est super bon. Vraiment. Ah ouais, d'accord. Ah, donc les mecs, c'est vraiment des feignants, quoi. Ils sont en mode. C'est vraiment la honte là-bas de faire une direct. Ah oui, d'accord, ok. Est-ce que c'est pas aussi un peu l'état d'esprit du sud de la France d'être plus à la cool et de se dire bon bah c'est une question. Bah oui, parce que moi, à la base, je suis de Bordeaux, donc il y a beaucoup de Parisiens. Ah, t'as raison, Bordeaux, c'est pas dans le sud. Je te taquine et j'embrasse nos amis de Bordeaux. Oui, ouais, je sais pas, mais en tout cas, même s'il y a la balade au bord de la mer, ça plaît pas. C'est une baignade. On est pas en confinement total. Une baignade directe, non? Bah oui, la baignade nocturne. C'est pas mal, ça. Je le fais en plus. Et tu le fais en été? J'adore, je le fais. On est en janvier là. Non, même en hiver. Vous voulez tomber malade vraiment, vous? Non, mais je vais pas leur faire peur, les mecs. Mais tu le fais la journée à la cool, quoi. Ouais, mais ouais, ça, j'aime bien, ça renforce le système immunitaire, j'aime bien ce côté-là. Mais pour un rencard, non, je vais peut-être pas trop, je vais pas proposer ça. Sinon, tu peux proposer un jogging. Si t'es dans un délire un peu sportif et tout, tu dis vas-y, viens, on fait un jogging ensemble. Mais tu trouves ça bien pour un date, toi, un jogging? Genre on court côte à côte, ça nous permet déjà on chope des points de côté si on parle en courant, non? Moi je sais pas si je le ferais, mais j'essaye de trouver des solutions. Non mais tu sues en plus et tout. Mais c'est pas bête parce que je l'ai proposé à un mec, mais du coup il me plaisait pas tant que ça. On a vraiment fait un running ensemble parce que j'adore ça, je fais des runnings. Bah voilà. Et c'est marrant, t'as bien senti le truc en tout cas. Non mais attends, moi j'ai une question. Comment tu peux trouver un mec séduisant si tu cours avec lui pendant 20 km? C'est pas possible. Enfin, je veux dire, vous êtes en legging, vous courez, vous respirez fort, vous transpirez. Ouais, mais tu partages un truc. Si c'est un truc que t'aimes bien, si c'est ta passion, tu vas te faire du sport. C'est cool parce que alors certes, si le mec ou la meuf, tu vas pas être hyper beau gosse, mais t'as le partage, t'échanges. Moi, je conçois le truc, ça peut être cool. Oui, mais si ta passion c'est pas ça et que tu vas uniquement faire le running, sur ton canapé, dans ce cas-là, voilà. C'est sûr par exemple, je suis fan aussi de rando tout autour de Montpellier. Il y a c'est assez vallonné, donc je propose des randos même pas longs, quoi, pas forcément des randos qui durent toute une journée, mais les mecs sont non. Il faut que tu cibles plus de mecs alors, ou peut-être que tu cibles que les feignants là. Attends.
Il faut que tu cibles d'autres ouais, mecs. c'est ça, c'est très feignant. Je les trouve très feignants en fait. Ouais, Il y a peut-être ouais. des mecs, il y a forcément des sportifs, il y a forcément. Sophia, c'est quoi la proportion de mecs qui te proposent en ce moment d'aller directement chez eux par feignantise ou par confinement? Ou par roublardise. Ou par roublardise, ouais. Ouais. C'est 80%, 90%. Moi, je dirais c'est 70%, comme ça, grossièrement, 70% des mecs que je rencontre. 3 sur 4, ils me disent, à la louche. ça leur fait chier. Je sens que ça résiste au fait est que je leur dis, bah non, pour une première rencontre, j'ai pas envie de te rencontrer ni chez toi ni chez moi. Ce qui a du sens en plus. Bah oui. Ouais, voilà. Et du coup, je sens que ça résiste. Oui, mais tu veux pas. C'est le confinement, c'est le couvre-feu. Je sens que ça. Ouais, il y a une grande résistance, quoi. Mais par contre, quand il me propose d'aller chez lui, c'est Pompelope, quoi. Moi, What? Son planning est très ouvert, tout d'un coup. Ah ouais, ah oui, donc c'est là que tu démasques le roublard. Moi, je le vois comme un outil un peu de sélection. En fait, malheureusement c'est chronophage, mais c'est peut-être comme ça qu'il faut le voir. C'est-à-dire, c'est des mecs, bon bah voilà, ils rentrent pas dans ce qui t'intéresse, ils sont pas capables de sortir de chez eux pour un premier rendez-vous. Bah oui, il faut peut-être juste les zapper et voilà. Et après, comme malheureusement sur ce genre de site, l'offre est pléthorique, peut-être que c'est difficile de trouver quelqu'un qui aime autre chose que son canapé et filer des traquenards, quoi. Oui. Mais il doit y en avoir quand même. Oui. Complètement, mais je trouve ça un peu juste dommage parce que, bien évidemment, on discute pendant une semaine et demie, peu importe, pendant un petit moment. Et je sens bien qu'il y a un vrai feeling, il y a de l'humour, il y a de la légèreté. Et je me dis... Puis au moment où il me propose... au moment où on me propose enfin de se voir, de concrétiser la rencontre... Bah c'est je te propose de venir chez moi. Là, dernièrement, j'ai rencontré un mec qui vit dans son bateau. Il m'a proposé de venir directement. Ouais, j'adore. En plus, c'est un pirate. Donc, c'est exactement, du coup. Donc d'aller, il habite à 30 minutes de chez moi, donc de venir directement chez lui. Et je trouve que pour une première rencontre, ça fait un peu. Je trouve que c'est pas très gentleman, quoi. Tu vois, tu dis à la meuf de venir. Bah franchement, tu peux le vanner dans ce cas-là, quoi. Ah ouais. Tu peux lui dire, ça fait pas de gentleman, et tu peux lui dire, bouge ton cul de ton canapé, quoi. Même s'il est sur un bateau, ce canapé, quoi. Bah là, c'est un bateau. Peut-être qu'il peut venir à la plage en bateau. Du coup, il peut s'avancer, tu vois. Il trouve une petite crique et il débarque, quoi. Franchement, c'est l'occasion d'être un gentilhomme pirate, là. Gentilhomme pirate. Un gentleman pirate. Poète. Les gentilshommes, c'est des poètes. Ouais, voilà. Et ouais, carrément. Mais bon, voilà, à répétition, voilà, c'était mon grand coup de gueule. Bah, je comprends si tu les enchaînes, les mecs qui sont comme ça en mode flemme. Après, c'est peut-être je veux pas défendre qui que ce soit, hein, mais et c'est aussi un contexte qui fait que t'as peut-être pas envie de sortir tout simplement et tu te dis vite bon, j'ai la flemme, vas-y, tu vois, c'est un peu une galère, donc je peux comprendre qu'on puisse aller vers cette facilité de se dire bon bah viens chez moi, viens chez toi, c'est tiré vers le bas, malheureusement. Après, je j'ai pas cet état d'esprit. Il y a une question qui me vient par rapport à ce que tu disais. Tu disais que vous discutiez pendant une semaine et demie avant de vous voir. C'est pas mal, hein. Ouais, du coup, je sais pas après si j'ai pas les codes, les conditionnements, j'ai envie de rester libre quand même. Ouais. Mais je suis un peu les forums et tout ça, quand j'ai le temps, hein, où c'est le mec qui doit proposer la première rencontre, donc du coup, Attends, pourquoi il devrait proposer la première rencontre? C'est genre, c'est dans les conditions d'utilisation de Tinder, non? Non, pas du tout. Non, c'est pas du tout. C'est moi qui me dis, est-ce que j'essaye de rentrer dans les codes? Je me dis pourquoi pas. D'accord, ok. Je vais voir s'il me propose la rencontre. Je vois qu'il ne propose pas. Donc du coup, peut-être qu'il ose. Peut-être que des fois il ose pas, ouais. Ouais, donc du coup, je propose. Je propose, mais pour revenir à ce que tu disais. Par rapport au côté, voilà, c'est un peu chiant, c'est le couvre-feu, le confinement, on n'a pas envie de se faire chier, etc. Je suis assez d'accord avec ça, mais en même temps, je sais plus, je voulais rebondir de ce que tu as dit. Il y a un côté où... Ouais, moi, il y a... Ouais, on veut pas s'embêter, etc. Et en même temps, Non, mais tu vois, parce que pour moi,
la démarche de ce que je dis, c'est que par exemple, passé 18h, on sort plus manger, on sort plus faire les courses pour manger, on fait livrer la bouffe. Donc c'est pour ça, je me dis, est-ce que ça participe de cette démarche de la flemme en fait, où une fois que tout est fermé, tu dis vas-y, c'est bon, c'est fermé, je vais pas me refaire chier à ressortir, même pour une relation. Voilà. Après, c'est juste une question. Hein. Moi, je n'ai pas. Je dis pas que c'est bien ou pas bien. Hein. Concrètement, c'est quand tu bosses la semaine et tout, c'est compliqué de sortir le soir. Mais après, peut-être que tu peux faire des trucs le week-end. Et là, du coup, ou alors sur la pause déj. Et là, évidemment, que moi, je pense à ta place. Franchement, si le mec, t'as un bon feeling en plus avec lui, franchement, tu peux clairement le vanner gentiment, lui dire, écoute. Nous, on parle bien, machin, mais dans ce cas-là, fais-moi rêver, propose-moi un truc, tu vois, sympa, et la prochaine fois, je viendrai chez toi. Enfin, si ça se passe bien, quoi. Moi, je pense que tu peux clairement le dire aux mecs, en tout cas. Hein. Tu vois, tu peux leur dire, attends, t'es gentil, je viendrai chez toi une autre fois, là, trouve une bonne idée, quoi. Enfin, comment tu le prendrais, Dan, si Sophia, elle te disait un truc comme ça, ou une fille si elle le fait sur le ton un peu de la vanne, moi, je serais chaud et j'essaierais justement de trouver un truc un peu original. Je pense que le mec, s'il se sent un peu challengé, s'il se dit ah ouais, elle a l'air cool, mais en même temps, elle me met un peu la pression gentiment en mode il faut que je trouve une bonne idée pour la séduire finalement. Je pense que c'est le bon truc à faire, je pense. Alors après, peut-être qu'il y a des mecs juste en mode maxi flemme où ils vont juste se dire bon vas-y laisse tomber. Mais dans ce cas-là, de toute façon, ces mecs-là, tu vois, ils t'auraient pas plu, je pense. Donc c'est un bon truc aussi pour filtrer dans un sens. C'est peut-être ça qu'il faut se dire. C'est que ça permet de filtrer, tu vois, les mecs qui vont rester sur leur canapé. De toute façon, c'est pas des mecs pour toi, donc qui restent sur leur canapé. Ouais, c'est ça. Oui, c'est faut le voir comme ça, je pense, tu vois. Ouais. Et je vois le côté énervement dans le sens où mais je sens que je me fais passer pour la nana un peu chiante, ah oui, mais tu veux qu'on aille à l'extérieur, c'est l'hiver, pas chez fin. J'ai l'impression qu'on me fait vraiment passer pour la nana, donc du coup je fais des propositions, mais la nana chiante, quoi, alors que pas du tout. Non, mais je pense que tu essaies peut-être de le tourner sur le ton de la blague, je sais pas, hein, après c'est jamais évident, mais en soi c'est pas chiant juste de dire, t'as tout à fait droit de dire, écoute, on se connaît pas, je viens pas chez toi, on se voit autre part, quoi. Et tu peux aussi, le mec il peut trouver une idée, toi tu peux trouver des idées, tu vois, c'est pas chiant en fait, c'est juste, c'est à la cool, quoi. Ça sent le roublard, non ? Ouais, ça peut sentir le roublard. Ouais. Si le mec est trop en mode viens chez. Ouais. Donc du coup je le dis souvent. Je dis pour moi c'est un peu tôt d'aller chez toi ou que tu ailles chez moi. C'est trop rapide. Donc mais voilà, c'est un peu le prétexte. Bon c'est bien. On utilise beaucoup. T'as certainement trouvé la bonne parade. C'est très bien. Merci beaucoup d'être venu passer ce coup de gueule et d'avoir dialogué comme ça avec nous. C'est extra. C'est à ça que ça sert la hotline. Donc c'est très cool que tu aies fait cette démarche. Parfait. Bon, on a fini pour ce soir, les gars. Ouais. On a fini les gars pour ce soir. Ok. Bah oui. Ouais. Super. Merci à vous. Merci Mitch. Merci à vous les gars. Merci Cynthia. Merci à nos auditeurs et auditrices. Merci à nos fidèles tipeurs dont on ne donnera pas la liste des noms parce qu'ils sont vraiment beaucoup trop nombreux, mais merci beaucoup. Allez, voilà. On attend vos avis, vos partages d'expérience sur notre compte Instagram, sur notre YouTube. On attend vos tips. Abonnez-vous à notre compte Instagram et on se retrouve jeudi. Jeudi, il y a un nouvel épisode des Gentilshommes qui sera diffusé. Et voilà. À bientôt. Ciao. Allez, ciao. Bonne soirée. Ciao.